Bon, je vais juste te poser une question et en fonction de ça, après, je vais développer. Je voulais que tu expliques en français trivial qu'est-ce que signifie avoir une vision. Ok. Avoir une vision, ça peut partir du contexte. Par exemple, le prophète Jésus, quand on dit avoir une vision, les gens pensaient que c'était d'abord quelque chose d'extraordinaire. Mais en réalité, je l'ai dit, ça peut partir du contexte. Non, je sais qu'attends, je vais bien préciser ma question. Par exemple, on me dit avoir une vision pour le destin d'un peuple ou bien pour les... Bon, je vais prendre l'exemple du président de la République. Il avait une vision qui était l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens-là que je te pose une question. Ok, donc on quitte carrément le domaine religieux. Et donc, quitte le domaine religieux, pardon. Donc, en français simple, quand on dit qu'un dirigeant a une vision, ça veut dire que ce dirigeant-là, au moment où on est en 2023, là, le 14 mars 2023, là, lui, il s'assoit et dit, bon, moi, quand je regarde autour de moi, là, comment je peux faire, si c'est un pays comme la Côte d'Ivoire, pour que ce qui existe aux États-Unis, là, je puisse avoir la même chose ici, pour qu'on dise que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Donc, il reste là et fait une projection pour dire, je veux qu'on parle bien de mon pays, en se comparant au plus grand. Mais si c'est un pays qui a déjà atteint tous ces niveaux-là, ce pays-là, les intellectuels ou même les personnes pensant ça, se disent, mais si on a fini de faire tout le travail qu'on a fait aux États-Unis ici, là, pourquoi ne pas aller sur d'autres planètes? Pourquoi ne pas aller sur Mars? C'est ça qu'on appelle une vision. C'est-à-dire la capacité de rêver, la capacité de se projeter vers plus grand qu'aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle une vision pour le bonheur de son peuple ou même pour le bonheur de l'humanité. Et c'est ça, c'est grâce à la vision que les gens ont pu découvrir ce que c'est les microbes. Sinon avant, on pensait que c'était les sorciers et on tuait quelques personnes et puis après, on versait leur sang. Ce que je te dis, c'est la vérité, hein? Quand il y avait des pandémies, on pensait qu'on faisait des sacrifices humains et puis on pensait que c'était ça. Les gens qu'on soupçonnait là et puis on versait leur sang sur les fétiches et puis on passe à autre chose. Donc, mais c'est plus tard, voilà, c'est plus tard qu'on va découvrir que c'était pas tout ça. En fait, il y a des réalités cachées auxquelles on n'avait pas accès hier. Mais grâce à la vision de certaines personnes, on va découvrir que non. Il y a des choses qui sont tellement petites qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais qui peuvent faire des drames. Et on va découvrir les vaccins, les médicaments et autres. Tu sais, chez nous en Afrique, il y a le vaccin, tu sais ça? Le quoi? Tu sais que chez nous en Afrique, on vaccinait les gens avant les Blancs? Mais non, je ne sais pas ça. Ok. Tu vois, les gens, tu connais ce qu'on appelle ce canquet, non? Oui, c'est canquet, ouais. Voilà. Est-ce que tu sais qu'avant, en Afrique, on avait des scarifications en fonction des maladies? On avait une très bonne connaissance du corps humain. En fonction de la maladie, on faisait une scarification et on avait des bâtons, on prenait, on piquait sur un point pour faire rentrer ça en contact avec le sang ou même l'organisme. Ah, ok. Ça, c'est pas vaccin. Merci. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Cher frère, je t'ai posé cette question-là. En gros, c'était pour aborder un sujet. Et je vais essayer de prendre le président de la République afin de pouvoir illustrer par un exemple, avoir une vision. Vous voyez, le président de la République, sa vision, il avait dit, je veux rendre la Côte d'Ivoire émergente avant 2020 ou bien à l'horizon 2020. Et le président de la République, comment est-ce qu'il a commencé? Il a commencé d'abord par rechercher la paix en Côte d'Ivoire. Parce que si le pays n'est pas stable, si le pays n'est pas en sécurité, lui, le président de la République, il ne pourra pas atteindre sa vision, là où il veut envoyer la Côte d'Ivoire. Et après ça, le président, il a commencé à voyager partout dans le monde entier, puisqu'on l'appelait Magellan. Après cette étape-là, le président a commencé à procéder à des réalisations. Depuis même le Golf Hotel, il a mis en place le programme présidentiel d'urgence. Parce qu'avec le retard qu'on avait accumulé avec Laurent Gbagbo, il fallait que depuis le Golf Hotel, les choses commencent.
Et aujourd'hui, le président de la République qui s'est battu, jusqu'à aujourd'hui, il a rendu le pays stable. Moi-même, je suppose que souvent, lorsqu'il y a des tentatives de déstabilisation, c'est des personnes même qui appellent le président de la République peut-être dans un autre pays là-bas pour lui dire « Ah, vraiment, hein, fais attention, hein, parce qu'il y a tel mouvement quelque part là-bas. » Et les trucs sont anticipés. C'est une manière de dire que pour cette vision qu'il avait pour la Côte d'Ivoire, regardez tout ce qu'il a mis en place. Et là où je veux en venir, c'est dans le cadre de la FECI. Les différents ministres qui se sont succédés à la tête de l'enseignement supérieur, ils n'ont pas de vision pour l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Parce que s'il y a une vision de la part du ministre de l'enseignement supérieur, il devait procéder un peu comme ce que le président de la République a fait. Nos écoles devaient être tranquilles pour que les étudiants puissent apprendre, pour que l'environnement soit favorable à l'apprentissage de nos étudiants. Donc, ce qu'on devait faire déjà, pour une personne qui a une vision pour l'éducation dans un pays, la FECI devait être dissoute. Parce que bruit et apprendre là ne vont pas ensemble. Raison pour laquelle, quand vous allez à Yamoussoukro, l'INPHB se trouve dans un endroit paisible. Quand vous allez au lycée scientifique, le lycée scientifique est carrément de l'autre côté de la ville. Parce que là où on doit former les gens, il n'y a pas de bruit. Mais aujourd'hui, on constate que toutes ces personnes-là, tous ces soi-disant ministres-là, n'ont jamais eu de vision pour l'école ivoirienne. Ils ont toujours eu un objectif en tant que ministre. Ils veulent être juste ministres. Moi, je suis tellement déçu de ces ministres-là. Je ne sais même pas comment expliquer ma déception. Il est bien beau de faire une conférence de presse pour dire non, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il n'y a que l'INPHB qui essaie de se battre pour être classé parmi les 10 meilleures écoles. Nos universités sont ceci, cela. Le Sénégal est allé recruter des gens. Nous aussi, comme le Sénégal a ces résultats-là, on va aussi procéder un peu comme le Sénégal. Ça s'appelle un manque de vision. Je me base sur ce que le Sénégal est en train de faire pour dire non, je vais faire ça en Côte d'Ivoire. Et chers frères, merci d'avoir donné les limites de ce qu'il voulait faire. Aujourd'hui, quand on regarde notre système éducatif, c'est un système qui devait évoluer depuis longtemps. Pourquoi chaque année, on dit que le niveau de nos étudiants baisse? Le niveau de nos étudiants baisse. Mais qui sont ces personnes-là aujourd'hui dans le système éducatif ivoirien qui donnent cours dans nos lycées et dans nos collèges? S'ils ont trop eu cher aîné, c'est des gens qui ont le niveau licence. Parce que le concours de CAFOP, ça se lance juste après le bac et on fait 2 ans ou 3 ans, ça c'est niveau licence. Quand il prend les professeurs de sport à l'INGS, ça après le bac, on rentre à l'INGS. Et à la sortie, c'est 3 ans, c'est niveau licence. Nous savons que le niveau est en train de baisser. Comment une personne qui a niveau licence peut venir enseigner déjà? Forcément, on n'aura pas un enseignement de qualité. Quand je prends par exemple ce qui se passe un peu en France. En France, pour enseigner à l'école primaire, il faut avoir un niveau master. Il y a le master de premier degré et il y a le master de second degré. Second degré master, là, c'est pour des personnes qui vont aller enseigner dans les lycées.
et le niveau master second premier degré, c'est même 5 années d'études là. Hein. Mais c'est des personnes qui ont décidé d'aller enseigner à l'école primaire parce qu'ils aiment le contact des enfants. Parce qu'ils se sentent en train de transformer un enfant pour lui rendre quelqu'un. Donc, ils préfèrent commencer par l'école primaire. Aujourd'hui, que les Ivoiriens doivent retenir quelque chose. Aujourd'hui, il faudrait qu'on mette un moment de côté. Je suis gore, je suis PCI, je suis tant. Mais attends, quand l'école ivoirienne ne va pas bien là, on s'en fout des gore, on s'en fout des Alassanis, on s'en fout des Bédiers. C'est nos enfants qui sont en train de prendre un retard par rapport aux autres enfants du monde entier. Nos docteurs en Côte d'Ivoire, ce sont des personnes aujourd'hui qui n'ont absolument rien appris. Bac plus 8 qu'ils ont fait là. Je me demande, est-ce qu'ils ont pu emmagasiner quelque chose pour pouvoir créer? Mais la preuve est que quoi? Qu'ils n'ont absolument rien emmagasiné. C'est un bac plus 8 en copinage parce que je suis le bon petit d'un professeur de l'université. Moi, j'ai les mouvements pour lui, je lui apporte les mouvements, les go, les trucs comme ça. Donc, du coup, il suffit juste de dire je vais faire mon doctorat, j'ai le soutien ou bien j'ai de tels professeurs parce que je suis son bon petit. Et là, je suis là, j'ai fait des doctorats en littérature. Comment une personne, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, il n'y a que dans les pays africains, tu peux voir une personne qui fait un doctorat et sa thèse de doctorat est basée sur la pensée de Molière. Tu vas voir des gens qui font des doctorats et doctorat là, il va dire non, je fais un doctorat peut-être en espagnol, je travaille sur la civilisation maya au Mexique. Ça là, ça te rapporte quoi? Toi-même le docteur là, est-ce que toi tu peux taper ta poitrine pour dire je suis un docteur? Tu es docteur, oui, mais tu as fait ta thèse en quoi? Civilisation maya. Mais maya là même là, ils sont aujourd'hui, la civilisation maya, ça a commencé d'abord dans tel pays, au Mexique. Mais qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire? Savoir prendre 8 ans d'études en train de dire, je suis en train de faire des recherches sur la pensée de Molière là. Qu'est-ce que ça rapporte aujourd'hui à un pays? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Qu'est-ce que ça rapporte aujourd'hui à un pays? Raison pour laquelle hier, lorsqu'on était en train d'échanger, cher aîné, vous avez dit que il y a des gens là qui sont sans objectif. Le plus important, eux là, ils n'ont qu'à avoir diplôme. Mais après diplôme, là, tu dois chercher travail. Mais voici ça aujourd'hui. Vous êtes plus de 3000 docteurs. Les gens, on vous fuit comme la peste. Parce que en réalité, ce que vous avez appris là, ça ne sert pas, ça ne peut pas servir à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on prend les pays comme la France, quand on prend les pays comme les États-Unis, quand on prend les pays comme, je peux dire, peut-être Belgique, tout ça, aujourd'hui, les gens ont compris que il n'y a que les recherches scientifiques qui font qu'aujourd'hui, un pays peut se dire, bon, je suis émergent, ou bien un pays essaie aujourd'hui de se positionner par rapport aux autres pays. Raison pour laquelle en France ici, quand ils décident de faire un doctorat dans le domaine scientifique, la France t'accompagne financièrement. Mais par contre, quand ils décident de faire un doctorat dans le domaine littéraire, comme tout ce qui est ici, docteur en droit, tout là, mais c'est des choses même là, tu n'auras pas de financement même de la part de la France. Parce qu'en réalité, tu ne leur apportes rien même. Mais comme c'est un doctorat, tu es docteur en littérature, tout ça là. Donc, il n'y a pas de souci, ils vont te donner. Mais c'est-à-dire, ce que tu dois avoir par mois, il y a certains docteurs ici, on paye par mois. Parce qu'ils sont dans la recherche scientifique. Moi, je connais énormément de jeunes Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui sont dans la recherche scientifique en France ici. Chers frères, ces jeunes Ivoiriens-là, ils se battent
aller chercher des financements à hauteur de 600 000 euros, de telle sorte à ce que son projet qui soutient, sa thèse de doctorat, puisse bien mener. À chaque fois quand elle les appelle d'offres pour dire non, voici 5 000 euros peut-être qui est disponible pour une personne qui fait de la recherche scientifique. Et tout le monde candidate, vend son projet scientifique et finalement le meilleur projet scientifique est retenu à hauteur de 5 000 euros. 5 000 euros, c'est pas comme si tu prends tes mains dans ta poche. C'est pour ton financement au cas où dans ton projet ou bien au cas où dans ta thèse, tu dois effectuer des déplacements pour aller dans des conférences, peut-être aux États-Unis, conférences peut-être au Japon. Cet argent-là, c'est l'État français même qui te donne des tests parce que tu puisses avoir un surplus de connaissances. Mais tu vois les gens en Côte d'Ivoire, docteur en littérature, docteur en espagnol, docteur ceci, cela. Au moins, si ce ministre-là, s'il a une vision pour l'école ivoirienne ou bien pour les étudiants ivoiriens, ceux qui sont à l'université, c'est de d'abord s'asseoir et de dire, mais attends, on est en Côte d'Ivoire. De quoi nous avons besoin aujourd'hui? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand on regarde, on sait que les techniques de nouvelles informations et de communication, là, vraiment c'est quelque chose aujourd'hui qui ont fait que la Chine on puisse en sortir. Mais pourquoi aujourd'hui les jeunes Ivoiriens, on ne va pas aller former ces jeunes Ivoiriens de telle sorte à ce qu'ils puissent déjà même là faire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur le plan informatique, en termes de gestion de nos flux ou bien de l'administration, comment mettre les choses en place de sorte à ce que les gens ne se fatiguent pas trop, tout. Mais pourquoi ne pas aller demander aux gens d'aller travailler sur ces gens de thèse-là pour pouvoir changer le quotidien des Ivoiriens? Et moi, cher frère, je ne savais pas qu'il y a des professeurs à l'université de Côte d'Ivoire qui touchaient prime de retraite et de recherche à hauteur de 2 millions. Mais qu'ils viennent nous donner les résultats de ces différentes recherches-là. J'ai l'impression qu'on a de l'argent à jeter. On a de l'argent à jeter, raison pour laquelle j'ai commencé par cette vision. Mais finalement, quand vous décrivez la vision et quand je regarde par rapport à ce que le président de la République a fait, la seule personne qui a une vision aujourd'hui, c'est le président de la République. Le reste n'ont pas de vision. Ils n'ont vraiment pas de vision pour ce peuple ivoirien. Ils avaient tous un objectif, c'était de devenir ministre, mais ils n'ont pas de vision. Raison pour laquelle le président de la République souffre. Donc, cher frère, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. C'est tellement important ce que vous avez dit. Et revenons toujours au monde académique. J'aimerais dire ceci au ministre Adama Diawara. Est-ce qu'il veut être un homme intelligent? Ou bien est-ce qu'il veut être un homme sage? Ou bien est-ce qu'il veut être un sage intelligent? Un homme sage, c'est celui qui évite les problèmes. Un homme intelligent, c'est celui qui utilise ses capacités pour résoudre les problèmes. Mais je recommanderais au ministre Adama Diawara d'être un sage intelligent. Et donc de faire la jonction des deux. Aller chercher des enseignants à l'extérieur, cela demande qu'on mobilise de nouveaux fonds. Cela demandera beaucoup plus. Parce que ces enseignants, s'ils ont véritablement les capacités qu'il faut, tu ne peux pas venir me tirer de Columbia University pour aller m'offrir 700 000 francs. Non, quand même. Et surtout, est-ce que j'aurai le matériel de travail pour pouvoir faire ce que je veux? À tout ça. Par contre, c'est là que je dis faisons attention. Et donc, utilisons d'abord la sagesse, monsieur le ministre, en évitant les problèmes. Et comment on évite les problèmes? En ne créant pas de nouveaux problèmes. Ça, c'est une première chose, ce que vous êtes en train de faire actuellement, le recrutement des enseignants qui va commencer. Parce que le Sénégal le fait comme vous le dites. Et donc, on peut se priver de cela, selon moi, en essayant de réévaluer les compétences des différents enseignants qui sont dans nos universités actuellement. Parce que normalement, un enseignant doit être réévalué. Réévaluez-les. Et ceux qui peuvent vous servir, signez un nouveau contrat avec eux pour dire, bon, à partir de cet instant-là, vous vous dédiez exclusivement à votre travail.
et voilà comment les choses vont fonctionner. S'ils disent qu'ils ne veulent pas et qu'ils ne peuvent pas accepter parce qu'eux, ils aiment être plus militants que de faire leur boulot pour le bien du peuple, en ce moment, vous leur dites basta. Vous leur dites au revoir. Et vous pouvez maintenant, après ça, s'il se trouve qu'il y a un déficit d'enseignants, envisager maintenant de faire comme le Sénégal. Parce que ce n'est pas parce que je veux faire comme l'autre que ça marchera. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas la FESI. Au Sénégal, il n'y a pas de syndicats qui sont contre même l'éducation. Au Sénégal, un enseignant sait son rôle et il le fait par dignité. Est-ce autant en Côte d'Ivoire? Non. Les enseignants même sont des militants. Et ceux qu'ils enseignent copient le modèle. Et chers frères, je prends l'exemple de la FESI. Tu sais que quand tu as un visa américain, on te dit le jour où on t'a donné visa là, on te donne 6 mois pour rentrer aux États-Unis. Tu sais pourquoi? Non. Parce que les États-Unis conçoivent qu'en 6 mois, on peut faire une formation militaire. Et s'il advenait qu'après le visa, toi, tu vas faire une formation militaire, on ne va pas te donner les 6 mois qu'il faut pour te faire ça. Alors que celui qui est enseignant nous disait hier, qu'on voit souvent, et moi-même je l'ai vu, je crois que c'était l'année dernière, au campus de Cocody, j'ai vu des éléments de la FESI encagoulés, en train de faire du sport, du jogging et autres. Mais ça aussi, ça fait partie des formations militaires. Et tu as toute l'impression que c'est une parade militaire. Et donc, tout ce qui leur manquait, c'était des calaches. Hein. Peut-être qu'ils les ont quelque part à Yopougon. Et donc, c'est une force paramilitaire. Les États-Unis, le Canada ne peuvent pas dire que ce mouvement est un mouvement terroriste s'ils n'ont pas quand même les preuves contre. Est-ce que par sagesse, le ministre, parce que j'ai dit qu'on peut éviter les problèmes, on est toujours dans le domaine de la sagesse, est-ce que par sagesse, en se fondant sur les méfaits du passé, est-ce qu'on ne peut pas dissoudre tous ces mouvements-là et maintenant trouver le juste milieu? Je crois que c'est ce qui serait mieux. Et maintenant, comme je l'ai dit, il serait mieux que le ministre soit sage et intelligent. Et donc, venons-en à l'intelligence. L'intelligence voudrait que si on veut réellement résoudre les problèmes, on les fasse de sorte que, après avoir fait ce qu'on a à faire, on puisse dire qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. Il faudrait que l'environnement même de l'enseignement, là, le ministre ait le courage de dire ce dont on a besoin et ce dont on n'a plus besoin en termes même de formation. C'est ce que tu as dit. Quand on voit les Simone qui sont allés faire la dramologie, comment taper un tam-tam. C'est elle qui a été tapée, ouais, mais c'est le tam-tam qui a été tapé. Mais de toutes les façons, c'est le verbe taper qui est là. Il faut taper un tam-tam pour avoir un son. Mais toujours est-il que il y a beaucoup de domaines qui ne servent pas. Mais tant qu'on ne ferme pas ces domaines-là, est-ce qu'on peut dire aux élèves, bon, toi, il ne faut pas avoir des capacités littéraires, il ne faut pas avoir des capacités scientifiques? Non! À un moment, il faut prendre ses responsabilités. Tous les domaines qui ne servent plus, on les ferme. Parce qu'on peut résoudre, on peut ne pas être capable de corriger les gens, mais on peut être toujours capable de corriger une situation. Et donc, on peut corriger cette situation en disant, bon, dans tel domaine, on ne prendra pas plus d'un certain nombre de personnes. Si on veut fermer un domaine, on ne va pas le fermer. On va dire, bon, on ne prend pas plus de 10 personnes. Ainsi de suite, on va encourager nos jeunes gens à s'intéresser aux métiers qui peuvent servir à la Côte d'Ivoire de demain, plutôt que de trouver des stratégies de contournement qui ne vont rien apporter, qui vont encore faire dépenser plus. On se retrouve avec le même mal. Je crois qu'il faut effectivement avoir de la vision, comme vous l'avez dit. Donc, vraiment, merci beaucoup.